bienvenue à tous pour une nouvelle édition du Soda Science, la science qui fait splash, splish, waouh. Ce programme vous est proposé par l'association des petits débrouillards. Donc pour en savoir plus sur les petits débrouillards, c'est simple, c'est lespetitsdébrouillards.org, tout attaché sans accent avec des S partout. On vous mettra ça dans le chat. Alors le Soda Science, c'est quoi? C'est une rencontre avec un scientifique d'aujourd'hui, avec potentiellement ceux de demain. Enfin, on espère donner la vocation de devenir chercheur pour certains ou d'aller dans le domaine de la science. C'est aussi la découverte d'un domaine de recherche à travers une expérience à la fois simple, à la fois complexe que vous aviez pu faire chez vous, que vous pouvez réaliser prochainement chez vous en téléchargeant le passeport. On vous mettra aussi le lien pour le faire. Vous pourrez faire cette expérience seul ou accompagné. Alors, comme on apprend plus par les oreilles que par les yeux et en parlant de concert, pour maîtriser l'ensemble de l'acoustique et les images, un petit rappel de règles de base s'impose. Il faut bien couper les micros, vos caméras, pour éviter toute interruption et prise de parole distrayante. Du coup, pour la durée, pour que ça devienne quand même une rencontre un peu, voilà, où il y a un peu d'échange, vous pouvez utiliser le chat prévu à cet effet. Vous pouvez y mettre vos remarques, vos questions, vos suggestions. Et on essaiera de porter l'ensemble de ces questions, vos remarques, à l'oreille attentive de notre chercheur du jour. Ça tombe bien. Bonjour Guy Rabaud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, on a pu voir sur le passeport, ou alors quand les gens le reverront, mais voilà, tu es ingénieur de recherche au laboratoire de mécanique et d'acoustique qui se situe à Marseille. Alors, comment on en arrive là? Qu'est-ce que tu fais là-bas? À toi de jouer, à toi de nous raconter tout ça. Ok. Alors donc je m'appelle Guy Rabaud. Donc je travaille au CNRS dans un laboratoire du CNRS donc à Marseille, le laboratoire de mécanique et d'acoustique. Donc j'ai 57 ans. Je suis ingénieur de recherche. Et alors comment déjà devient-on ingénieur de recherche? Alors moi j'ai un parcours un petit peu particulier. Dans la mesure où j'ai commencé par des études techniques, puisque j'ai fait, après mon bac, j'ai fait un UT d'électronique, à la suite duquel j'ai fait un master en télécommunication. Et ensuite, à l'issue de ce master, j'ai fait mon stage au CNRS à Marseille. Et là, j'ai continué ce stage, en fait, par la rencontre que j'avais fait avec les différentes personnes qui m'ont suivi après. J'ai donc fait une thèse, déjà au LMA. Donc cette thèse, c'était la fin des années 80, donc il y a longtemps maintenant. Et à l'issue de cette thèse, donc j'ai passé un concours et j'ai été embauché au LMA. Voilà, il faut savoir qu'au CNRS, nous sommes fonctionnaires en fait. Et donc, pour rentrer dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, au CNRS comme ailleurs, il faut passer un concours. Donc, j'ai passé un concours et j'ai donc été pris. Donc, maintenant, ça fait plus de 30 ans que je travaille au CNRS et en particulier au LMA. Donc, en particulier, qu'est-ce que c'est que mon métier? Ben, alors, moi, je travaille dans tout ce qui touche autour du son. Donc, et en particulier, le domaine d'étude, c'est la psychoacoustique. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychoacoustique? J'en ai juste deux mots, et j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. La psychoacoustique, c'est l'étude du système auditif. Donc, en fait, moi et les personnes avec lesquelles je travaille, on essaye de comprendre comment on entend les sons qui nous environnent. C'est-à-dire que c'est pas le tout de produire des sons, mais il faut bien sûr qu'on soit capable de les entendre. Et on les entend d'une manière très particulière parce que nous sommes équipés d'oreilles, etc., de choses très particulières. Donc là aussi, je vous en parlerai un petit peu plus. Donc voilà le domaine dans lequel je travaille, donc vraiment dans le domaine du son en général. Donc ensuite, ben, je vais peut-être vous présenter un peu plus en détail mon labo. Donc pour ça, j'ai quelques transparents à vous proposer. Donc en fait, nous sommes un labo mixte du CNRS, c'est-à-dire que en fait, nous sommes principalement toutes les personnes qui travaillons dans ce laboratoire. Donc je rappelle le laboratoire de mécanique et d'acoustique. Nous sommes au CNRS, donc nous faisons partie du CNRS, mais ce laboratoire est aussi rattaché à deux autres grosses entités, l'université Aix-Marseille AMU, donc l'université d'Aix-Marseille, et aussi une école d'ingénieurs, c'est Centrale Marseille. Donc en fait, nous sommes un labo très ancien. Je crois même que nous sommes le labo le plus ancien du CNRS, puisque c'est un labo qui a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale.
Donc, à l'époque, donc le CNRS n'existait pas encore. Donc, c'est un labo qui était même créé avant le début du CNRS. Le CNRS a été créé, je crois, juste après la guerre. Donc, depuis, ce labo a évolué, a grandi, a changé d'endroit aussi. Donc, maintenant, nous sommes situés au nord de Marseille, à Château-Gombert, dans un laboratoire tout neuf et très grand. Et je disais donc, nous sommes un grand laboratoire puisque nous sommes 140 personnes, ce qui représente quelque chose d'assez important. Et donc, sur ces 140 personnes, on va dire, c'est divisé en 3 tiers. Il y a un tiers de chercheurs, un tiers de personnel technique, dont je fais partie, en fait. Bon, il y a différents grades, on va dire, dans le personnel technique. Et puis, il y a un tiers d'étudiants. Alors, les étudiants, c'est quoi? Ce sont des personnes, ça va du bac+2 à bac+8, donc ceux qui passent des thèses. Donc, voilà rapidement la présentation du laboratoire. Donc, nous sommes répartis en 3 équipes de recherche qui travaillent sur des domaines relativement différents, mais tous rattachés à l'acoustique. Donc, 3 équipes qui sont en gros divisées en termes de quantité de personnes. Il y a un tiers un tiers de personnel dans chaque équipe. Donc, il y a d'abord l'équipe matériaux et structures, donc qui travaille essentiellement sur tout ce qui est mécanique, résistance des matériaux, nouveaux matériaux, fibres de carbone, etc. Et tout à l'heure, je vous montrais un exemple concret de ce qui a pu être fait grâce aux personnes qui travaillent dans ce domaine. Ensuite, il y a une autre équipe qui s'appelle Ondes et Imagerie. Donc, eux travaillent essentiellement sur tout ce qui est étude de la propagation des ondes et l'imagerie. Alors, l'imagerie, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que tout le monde connaît. En particulier, c'est l'échographie. Donc, l'échographie, vous savez, c'est ces appareils dont on se sert pour aller voir, notamment pour les femmes enceintes, comment se porte le bébé. On s'en sert maintenant pour un tas d'autres choses, pour lorsqu'on a des problèmes de ligaments. Les ligaments ne sont pas visibles avec les rayons X, mais sont visibles avec les ondes acoustiques. Donc, quand on a un problème au genou au ski, par exemple, ça peut arriver, ça arrive malheureusement à pas mal de personnes, c'est grâce à ce genre d'outils qu'on peut aller voir l'état de nos ligaments. Et enfin, la dernière équipe, je dis enfin parce que c'est l'équipe à laquelle j'appartiens, c'est l'équipe son. Donc, nous, on travaille sur tout ce qui concerne ce que je qualifierais les sons audibles. Bon, il faut savoir que les sons, ça va de très, très basse fréquence. La fréquence, juste en 2 mots, c'est la vibration d'une onde sonore. Donc, nous, on est capable d'entendre de sons très, très graves. 20 Hertz, c'est très, très grave, à des sons très aigus qui sont à 20 000 Hertz. Mais en fait, des sons, il y en a de 0 Hertz, enfin de 1 Hertz, jusqu'à l'infini. Nous, on travaille sur une toute petite plage qui est donc de 20 Hz à 20 Hz. Ce sont les sons qu'on est capable d'entendre. Donc, on travaille dans différents domaines. On travaille sur les instruments de musique, par exemple. Et il y a eu, il y a quelques temps maintenant, une personne qui a eu la médaille d'or de CNRS. Il faut savoir que la médaille d'or de CNRS, c'est la plus haute distinction française en termes de recherche. En caricaturant, c'est un peu le prix Nobel français. Donc, il y a une personne qui a toute sa vie travaillé. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Risset, donc qui a toute sa vie travaillé sur la musique. Donc, au CNRS, il faut savoir qu'on fait plein de choses, et en particulier la musique, ça fait partie des domaines de recherche sur lesquels on travaille. Et on travaille aussi sur l'audition et la perception auditive, et c'est en particulier dans ce domaine que je travaille. Donc voilà. Donc, Alors moi j'ai une petite question. Qu'est-ce qui fait que nous on entend certaines fréquences et que les autres animaux, les autres espèces animales entendent autre chose? alors en fait, alors ça vient de la nature de notre système auditif. Alors tous les mammifères sont équipés d'un système auditif qui ressemble au nôtre. Donc que ça soit, je vais prendre des plus gros, les éléphants, vers les plus petits, on va dire les rats, les mammifères ou les souris qui sont beaucoup plus petits. On est tous équipés à peu près de la même chose, mais après, il y a un organe essentiel sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle les cellules ciliées. Et nos cellules, c'est des petits cils, d'où leur nom, qui sont capables de vibrer à différentes fréquences. Chez l'être humain, ces petits cils sont capables de vibrer de 20 fois par seconde à 20 000 fois par seconde. C'est ce que j'ai appelé des hertz tout à l'heure. Chez les éléphants, en particulier parce qu'ils ont des oreilles beaucoup plus grandes que les nôtres, leurs cellules ciliées sont capables de vibrer à des fréquences beaucoup plus basses, donc des fréquences inférieures à 20 hertz, 20 fois par seconde. Et il y a d'autres animaux qui ne sont pas forcément d'ailleurs très petits, c'est les chauves-souris en particulier, mais les dauphins sont aussi équipés du même système, sont capables d'entendre des sons qui vibrent à des fréquences très, très élevées, donc jusqu'à des dizaines de milliers de hertz. Donc, on va dire 100 000 fois par seconde.
Donc, ils sont capables d'entendre des sons très, très aigus que nous, on n'est pas capable d'entendre. Et c'est en particulier grâce à cette capacité qu'ils sont capables de se diriger dans le noir ou dans l'eau pour les dauphins. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écolocalisation. Vous en avez peut-être entendu parler pour les chauves-souris en particulier. Les chauves-souris volent la nuit et évitent tous les obstacles, alors que ce n'est pas avec leurs yeux qu'elles voient la nuit, c'est avec leurs oreilles, quelque part, qu'elles voient la nuit. C'est-à-dire, grâce à leur système auditif, elles sont capables d'envoyer un signal avec leur bouche, un signal très haute fréquence qui va rebondir sur les différents objets et qui va être capté par les oreilles, et elles vont en déduire où est placé cet obstacle, à quelle distance et la taille de l'obstacle, et c'est comme ça qu'elles peuvent l'éviter. Merci. Voilà, donc en ce qui concerne la présentation du labo, j'ai fini. Donc, je vous ai dit que nous faisions donc un tas de recherches différentes, et en particulier, je vous ai dit qu'il y avait une équipe qui faisait des matériaux structures. Je vais essayer de vous montrer un des exemples concrets de ce qui a été fait par cette équipe. Donc, je vais déplacer ma caméra. Ça va prendre un peu de temps, mais je vais essayer de faire vite. Et je vais vous montrer un des exemples les plus marquants. Voilà. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Je vais me reculer. Si, on le voit bien. Tu veux nous montrer la chaise ou le vélo bleu? Voilà, c'est un VTT. Là, il est bleu. Là, j'essaie de me reculer pour le voir en entier. Voilà. Voilà. Alors ça, je vais en parler un petit peu après. Et après, alors dans un autre domaine, je vous disais qu'on travaillait sur la musique, et on voit au-dessus des exemples. Voilà, avec. Alors, ce sont des clarinettes bizarres, on va dire. Donc, ce sont des instruments qui ont été fabriqués au laboratoire. Et en fait, on essaye déjà de comprendre avec ces instruments comment fonctionne une clarinette. Comment se fait-il que quand on souffle à un bout de cet engin, à l'autre bout, il sort un son. Et on essaye de fabriquer la clarinette du futur. Parce qu'une clarinette a un son très reconnaissable. Mais nous, on essaye de voir si à partir d'un instrument comme ça, on peut fabriquer, j'allais dire, de nouveaux sons. Donc, créer des clarinettes qui seraient toujours des clarinettes, mais qui auraient des sons différents, des clarinettes classiques qu'on utilise jusqu'à maintenant. Bon, je vais remettre mon système en place. Tu veux dire construire des clarinettes qui soient plus en bois, mais avec les nouveaux matériaux d'aujourd'hui, peut-être moins complexes à travailler? Alors, oui, mais pas que. Il y a deux optiques vers lesquelles on travaille. C'est en effet construire. Alors, je vais enlever ça. C'est construire des clarinettes avec des matériaux nouveaux. Donc, par exemple, maintenant, il y a les imprimantes 3D qui permettent de faire un tas d'outils. Donc, ça pourrait permettre de faire des clarinettes pas chères, on va dire, mais il faut aussi qu'elles soient quand même d'une qualité suffisante. Mais c'est aussi, à partir de ces instruments, grâce à la connaissance physique qu'on en aura, créer des clarinettes qui auront des sons différents des clarinettes de maintenant. C'est pas que fabriquer des clarinettes avec d'autres matériaux, c'est aussi créer des clarinettes différentes. C'est-à-dire qui peut-être se rapprocheraient par leur sonorité d'autres instruments, la trompette ou un hautbois, etc. Donc il y a vraiment deux optiques. Là, l'objet, on me pose la question, l'objet rouge et jaune que tu as présenté, c'est en plastique, c'est quel type de matériau par rapport à une clarinette qui est apparemment traditionnellement en buis? Alors voilà, la clarinette, hein, je la recule un peu pour qu'on la voit en entier. Donc celle-là, typiquement, elle a été fabriquée avec l'imprimante 3D, donc c'est du plastique, je pense que c'est de l'ABS, tout simplement. Donc elle a des formes. Voilà, c'est du plastique. Hein. Donc elle a une forme bizarre. Déjà, on souffle plus par le bout, mais on souffle par là. Donc c'est vraiment bizarre. Il y a des rétrécissements à certains endroits. Ben, grâce à ce type d'instrument, d'une part, encore une fois, on va comprendre comment ça fonctionne. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on va modéliser avec des équations ce truc-là, mais en plus, on va fabriquer une clarinette différente, puisque vous voyez là où je mets mes doigts, là, il y a un renfoncement, ça n'existe pas dans les clarinettes. Et pourquoi? Parce qu'on a pensé qu'en faisant ce genre de modification, on obtiendrait des caractéristiques différentes. Donc, après avoir, j'allais dire, calculé comment ça devrait se comporter, on fabrique l'instrument et on l'essaye. Donc, c'est nous qui jouons de cet instrument-là. Alors Guy, il y a des gens qui sont un peu sceptiques et qui pensent que en fait, si tu souffles dedans, il se passe rien. Donc on aimerait connaître tes talents de. Alors, je n'ai aucun talent. Je suis désolé, mais moi je ne peux pas le faire. Ça ne marchera pas. Parce que souffler dans une clarinette, si je souffle dedans, il n'en sortira pas un son, moi. Donc je suis désolé, mais je suis pas du tout. Je sais pas jouer. Je suis pas musicien en fait. Bon alors, on va te croire. Voilà, vous êtes obligé de me croire sur parole. Je suis désolé. Et donc pour revenir aussi rapidement sur le VTT bleu que je vous ai montré. Alors, en fait, quel est tout le développement qui a été créé sur ce VTT, sur lequel il y a plusieurs brevets de déposer.
Alors, ce VTT s'appelle Easy Ride. Il a été présenté, si ma mémoire est bonne, l'année dernière, lors d'une, on va dire, une sorte de, je trouve plus mes mots. Enfin, c'était sur la plage du Prado. Il y avait tout un rassemblement où étaient présentées les innovations, entre autres à Marseille. Et ce VTT, il a d'original donc son cadre a été conçu et fabriqué en fibre de carbone, donc c'est quelque chose qui est très résistant et très léger. Et en plus, on peut lui adapter très facilement un moteur électrique. Donc c'est ce qu'on appelle un VTAE, un VTT à assistance électrique. Donc celui-là est très orienté, ce qu'on dit pour parler jeune, DH, c'est-à-dire c'est un vélo fait pour les descentes ou enduro, mais il a la particularité de pouvoir se transformer, soit de rester un VTT classique sans moteur, soit en j'allais presque dire quelques secondes, on peut lui greffer un moteur et sa batterie et le transformer en VTT électrique. Donc ça, c'est nouveau, ça n'existe pas actuellement. Actuellement, les VTT sont soit électriques, soit pas électriques, et là, c'est vraiment quelque chose qui est modulable. Du coup, quel est le lien entre ce VTT, cette possibilité, cette mixité entre électrique, pas électrique, avec un laboratoire de mécanique et d'acoustique? Alors là, on parle de mécanique, justement. Là, D'accord. tout le problème était de fabriquer. En fait, l'essentiel du projet tournait autour du cadre. C'est comment concevoir un cadre qui soit léger, solide et capable de recevoir un moteur électrique avec toutes ces contraintes mécaniques importantes, de manière à ce qu'il résiste à la fois à ce qu'on va lui faire subir, parce que c'est un VTT qui peut descendre des choses très, très cassantes, donc il faut qu'il résiste, et qu'il puisse supporter facilement un moteur électrique. Lorsqu'on le met, il aura des propriétés particulières. Lorsqu'on l'enlève, il en aura d'autres. Il faut vraiment que le cadre soit très particulier. Donc, il y a des études, un peu comme pour la clarinette. Hein. En fait, on modélise avec des équations le cadre, ensuite on le réalise et on vérifie que ce qu'on a fait, c'est pas n'importe quoi. Donc là, c'est la partie mécanique. C'est un autre volet du laboratoire. Voilà, c'est l'équipe matériaux structure. Par contre, les clarinettes que je vous ai montrées, c'est dans l'équipe son dans laquelle je travaille, où là, vraiment, on touche, comme je disais, à des sons audibles. Donc là, on étudie la génération, en l'occurrence, hein, d'un son à partir d'un instrument de musique. Donc, voilà. Donc, on peut peut-être passer maintenant, sauf s'il y a des questions, à la partie plus technique, si j'ose dire. Donc, ce qu'on peut faire, on peut commencer par présenter qu'est-ce que c'est qu'un son, en fait. Donc, pour revenir à ce qu'avait commencé à dire Jamy, c'est que s'il n'y a pas de support, il n'y a pas de son. Donc, quand on voit des films, par exemple, style Guerre des étoiles ou autre, ou un vaisseau dans l'espace dans lequel il n'y a rien, il y a le vide dans l'espace, ou un vaisseau qui explose, fait du bruit, ben en fait, ça, ce n'est pas possible. C'est ce qu'il a illustré avec la cloche à vide. Il a mis un poste radio à l'intérieur d'une cloche à vide. Quand il y avait le vide, on n'entendait pas le poste radio. Dès que le vide a été supprimé, a été remplacé par de l'air, le son a pu se propager. Je vais essayer de vous le montrer avec une petite manip qui est la même que celle qui était au début du film, mais moi, j'ai mis une bougie devant le haut-parleur. Donc là, je vais envoyer un son. Donc, je vais bouger encore une fois ma caméra. Donc, j'espère que vous voyez. Très bien. Voilà. Donc là, il y a un haut-parleur qui, pour l'instant, n'émet pas de son. Et j'ai placé une bougie devant à peu près à 10 cm. Donc, en fait, quand je vous dis qu'un son, c'est quelque chose qui se propage, je vais le visualiser. Donc là, j'envoie un son sur le haut-parleur. Vous allez l'entendre. J'espère que tout le monde l'entend. On l'entend. Bon. Et maintenant, ce que je vais faire, donc en fait, là, le son, il est à 100 Hz. Donc, il est très, très basse fréquence. Et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser la fréquence de ce son. Je vais le rendre de plus en plus grave. Ah, ma bougie s'éteint, évidemment. Je vais en mettre une autre. Je suis désolé. C'est toujours le problème avec les expériences en direct. Ça ne marche pas forcément du premier coup. Normalement, celle-là, ça doit aller. Je vais essayer d'aller vite. Voilà. Donc, en fait, il y a de l'air qui vibre, qui se propage entre la membrane de mon haut-parleur et la flamme de la bougie. Mais là, on ne le voit pas parce que ça vibre à 100 Hz. Ça vibre beaucoup trop vite pour qu'on le voit avec les yeux. Donc, je vais baisser la fréquence.
Et à un moment, vous allez voir normalement la flamme qui va vibrer. Vous sentez que la fréquence est beaucoup plus basse. À un moment, vous allez peut-être plus l'entendre. Est-ce que c'est peut-être trop long? Est-ce que vous voyez la flamme qui vibre? Oui, c'est pas mal de se rapprocher. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Je descends encore. Est-ce que vous la voyez vibrer, la flamme? On Guillaume, la voit un peu osciller. bon, en fait, c'est ça, elle oscille. Donc, c'est simplement, et si je mets ma main, je vais mettre ma main entre les deux. Alors, en fait, la flamme continue d'osciller. Pourquoi? Parce que ma main n'est pas un obstacle suffisant entre le haut-parleur et la flamme pour qu'on ne la voit plus vibrer. Je remonte la fréquence. Est-ce que tu peux tourner la caméra pour qu'on la voit plus de profil? Peut-être qu'on la verra mieux osciller. Là, je ne sais pas ce que je filme, là. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on la voit mieux, là? Oui, 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 carrément. Voilà. Donc, maintenant, je vais remonter la fréquence. En fait, voilà. La flamme vibre toujours, mais elle vibre beaucoup trop vite pour qu'on puisse la voir. Voilà. Donc, un son, c'est quoi? Donc, c'est un support qui vibre. Donc là, en l'occurrence, c'est de l'air qui vibre. Donc, je vais reprendre mon petit. Voilà. Donc, la manip bougie, que je qualifie donc manip bougie, c'était juste pour illustrer que quand un son est généré, il se propage. Il y a bien quelque chose de physique qui se passe. Et ce son qui se propage, il arrive jusqu'à nos oreilles. Donc, en fait, il y a deux choses à bien comprendre. C'est qu'est-ce que c'est qu'un son? Donc là, avec le petit film, même s'il a été tronqué, et avec la manip, j'espère que vous voyez bien que c'est vraiment de l'air qui vibre. Et l'organe, après, qui est important, c'est notre système auditif pour qu'on l'entende, ce son. Donc là, maintenant, on va vous présenter un autre petit film qui va vous expliquer ce que c'est que le système auditif. Et après, je reviendrai dessus pour rajouter des commentaires sur le film. Ok, on va lancer le petit film. Voilà. Le son se propage dans l'air sous forme d'ondes de pression. Pour devenir une information intelligible par le cerveau, ces ondes mécaniques doivent être converties en signaux électriques, appelés aussi influx nerveux. C'est l'oreille qui joue ce rôle. Sa structure complexe abrite le récepteur auditif. Les ondes sonores sont captées et amplifiées par le pavillon en forme de cornet et sont ensuite guidées jusqu'au tympan par le conduit auditif. Cet ensemble constitue une cavité remplie d'air qui communique avec l'extérieur. C'est l'oreille externe. Le tympan est une petite membrane souple qui va réagir aux variations de pression de l'onde sonore. Ces vibrations sont transmises aux osselets situés dans l'oreille moyenne. Cette cavité communique avec la gorge via les trompes d'Eustache, ce qui permet d'équilibrer la pression. Les osselets sont les trois plus petits os du corps humain. Le marteau est accroché au tympan. Ces vibrations sont transmises à l'enclume, puis à l'étrier, qui joue le rôle d'un piston qui vient comprimer le liquide de l'oreille interne. La cochlée est l'organe de la perception auditive. Répartie sur sa base, plus de 15 000 cellules nerveuses ciliées détectent les vibrations du liquide. Elles génèrent alors l'influx nerveux qui est acheminé vers le cerveau par le nerf auditif. Ce remarquable système est néanmoins fragile. Des sons trop forts sont susceptibles d'endommager notre audition de façon irréversible. Toute anomalie dans la transmission du son entre l'oreille externe et l'oreille interne, ou un problème d'interprétation par le cerveau, provoque une surdité partielle ou totale. Le son se propage dans l'air sous forme d'ondes de pression. Pour devenir une information intelligible par le cerveau, ces ondes mécaniques doivent être converties en signaux électriques, appelés aussi influx nerveux. C'est l'oreille qui joue ce rôle. Donc, je vais revenir rapidement sur l'explication de notre système auditif. Donc, comme je le disais tout à l'heure, tous les mammifères, quels qu'ils soient, sont équipés de quelque chose de très similaire à ce qui vous a été présenté dans la petite vidéo. Donc, en fait, l'oreille, le système auditif est composé de trois parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, c'est le pavillon. Donc, il faut savoir qu'à l'image des empreintes digitales, chaque être humain a des pavillons différents. Donc, maintenant, la police, par exemple, dans certains cas, peut se servir de la forme de l'oreille pour différencier deux personnes.
On a tous des oreilles, des pavillons d'oreilles différents de notre voisin. Donc, l'oreille externe, c'est le pavillon et ça va jusqu'au tympan. Alors, le tympan, qu'est-ce que c'est? C'est une petite membrane de peau, ce n'est que de la peau, tendue comme un tambour, qui va servir à deux choses. Nous isoler de l'extérieur, c'est-à-dire rendre, j'allais dire, l'intérieur de notre tête étanche, c'est-à-dire que c'est vraiment une peau qui nous isole de l'extérieur. Quand on met la tête sous l'eau, heureusement, on n'a pas d'eau qui rentre dedans. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on a une otite, ce qui peut arriver, quand on est petit en particulier, une otite, c'est une inflammation qui arrive juste derrière le tympan. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour soigner l'otite? On va faire un petit trou dans le tympan, on va envoyer des médicaments pour soigner l'inflammation. Mais à ce moment-là, évidemment, ce qu'on dit à la personne pour laquelle on a fait un petit trou, c'est de ne pas mettre la tête sous l'eau parce que le problème, c'est qu'il y a vraiment de l'eau qui risque de rentrer. Juste pour dire, voilà. Donc, le tympan, c'est quelque chose de tout petit, d'extrêmement fragile. Donc, ce tympan va se mettre à vibrer exactement comme la flamme de la bougie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va reproduire de manière mécanique la vibration de l'air qui est à l'origine du son qu'on va entendre. Derrière cette petite membrane, il y a trois petits os qui sont les osselets, qui sont les trois plus petits os du corps humain, qui transmettent l'information mécanique de la membrane qui vibre vers la cochlée. La cochlée contient, donc là, je passe maintenant, je suis dans la partie oreille interne du système auditif. Donc la cochlée, c'est quoi? C'est un organe qui est rempli d'un liquide qui va être mis en vibration par les petits osselets et qui va mettre en vibration lui-même, ce liquide, les cellules ciliées qui, elles, sont chacune reliées au nerf auditif. Donc les cellules ciliées, on en a entre 10 et 15 000. C'est ces petites cellules, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour les différencier les animaux, ces petites cellules vont se mettre à vibrer différemment en fonction de la fréquence du signal qu'elles vont recevoir. Il y a des cellules ciliées qui vont vibrer pour des basses fréquences et d'autres qui vont vibrer pour des hautes fréquences. Ces petites cellules étant plantées directement dans le nerf auditif, par leur vibration, elles vont transformer la vibration du signal qu'elles ont reçu en impulsions électriques qui vont être transmises par le nerf auditif jusqu'au cerveau. Et c'est ça qui va nous permettre d'entendre et de comprendre le signal qu'on a reçu. Et là, on voit bien que c'est cet organe qui est le plus fragile. Et là, maintenant, je vais parler de quelque chose qui, pour moi, est très important, ce sont les risques auditifs. Il faut savoir que nos oreilles subissent en permanence des agressions auditives externes. On peut fermer nos yeux, on ne peut pas fermer nos oreilles. Même si je mets mes mains sur mes oreilles, en fait, je vais quand même continuer à percevoir des sons. Donc, c'est quelque chose qui est en marche en permanence. Et c'est quelque chose qui est très fragile, donc en particulier ces cellules ciliées. Si je soumets ces cellules ciliées à des niveaux trop forts, il peut arriver qu'elles se cassent, on va dire, et qu'elles ne vibrent plus pour les fréquences pour lesquelles elles ont été prévues de vibrer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si j'entends des signaux trop forts, si je mets la tête trop près d'une enceinte, si je vais à un concert sans me protéger, si je joue de la batterie sans me protéger, c'est valable aussi pour les gens qui jouent des instruments de musique, hein. La trompette aussi, le violon. Le violon, si je suis droitier, je vais placer le violon très proche de mon oreille gauche et en fait, je vais envoyer des signaux très très forts à mon oreille. Et donc, les cellules ciliées peuvent s'abîmer. Le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont abîmées, elles ne se réparent pas. Quand c'est abîmé, en gros, c'est foutu. Donc, lorsque j'ai subi une agression auditive, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est définitif. Et c'est malheureusement quelque chose qui est, enfin, quand je dis malheureusement, c'est bien et c'est pas bien, c'est quelque chose qui est progressif. Si j'entends tout le temps des sons légèrement trop forts, ben petit à petit, mais ça peut prendre plusieurs années, hein, petit à petit, je vais entendre de moins en moins bien. Et en fait, c'est ce qui se passe avec les personnes âgées. Moi, par exemple, je disais tout à l'heure, j'ai 57 ans. J'entends beaucoup moins bien a priori que quelqu'un qui a 20 ans. Pourquoi? Parce que ça fait 57 ans que mes cellules, elles vibrent. Elles en ont marre de vibrer. Et donc, en fait, elles ne fonctionnent plus en particulier, ou moins bien, plus j'exagère, moins bien, pour les fréquences aiguës. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. C'est pour le nom a été choisi en parallèle avec les lunettes que portent les personnes d'un certain âge. Moi, qu'est-ce qui se passe? Avec mes yeux, si j'enlève mes lunettes, je vois l'écran de l'ordinateur flou. Je suis obligé de mettre mes lunettes. La presbyacousie, c'est la même chose, c'est-à-dire que les gens qui sont atteints de presbyacousie, a priori toutes les personnes âgées, elles entendent beaucoup moins les sons aigus.
Et si la plupart d'entre nous, on a des grands-parents qui sont donc bien plus âgés que nous, et qu'est-ce qui se passe? Ben, elles entendent moins bien et on s'en aperçoit parce que soit il faut parler plus fort pour qu'elles entendent quelque chose, soit aussi quand on est dans une réunion de famille, à Noël par exemple, même si c'est pas la saison, on est très nombreux autour d'une table, et ben quand il y a un brouhaha infâme, les cellules ciliées qui codaient les aigus ne fonctionnent plus et c'est ce qui nous sert en particulier à entendre lorsque la conversation est très bruyante, très perturbée. Et donc, on a, enfin, moi j'ai l'exemple, hein, par exemple, hein, avec mon père qui est très âgé. Lui, si on le met dans un environnement très bruyant, bien qu'il entende encore, mais en fait, il ne va pas percevoir les conversations des uns et des autres parce que c'est trop perturbé. Donc, si j'ai qu'une chose à dire à l'issue de cette conférence, bon, elle n'est pas encore finie, après je vais vous montrer la chambre sourde. Hein. Du coup, moi j'aimerais revenir parce que tu disais, ok, sur les risques auditifs. Oui. La pollution sonore, est-ce qu'elle peut jouer un rôle sur l'espérance de vie, par exemple? Alors, l'espérance de vie, non. L'espérance de vie, non. Mais Parce que l'espérance de notre système auditif, oui. Alors, en fait, il faut savoir que il a été mesuré depuis de nombreuses années que les sons sont qualifiés de trop forts à partir d'un certain niveau. Alors, le niveau d'un son se mesure en décibels. Donc, il a été montré qu'au-delà de 85 décibels, donc 85 décibels, c'est le bruit d'une voiture lorsqu'elle roule, on va dire. Donc, c'est à la fois fort et pas fort. Mais là, quand on va à un concert, on peut atteindre facilement des niveaux supérieurs à 100 dB. Alors, bon, c'est peut-être un peu compliqué ce que je veux dire. C'est une échelle logarithmique. C'est-à-dire que quand je passe de 90 à 100 dB, le niveau fait bien 10 dB de plus, mais il n'est pas juste un peu plus fort. Il est énormément plus fort. Il est plus de 2 fois plus fort. Il est beaucoup, beaucoup plus fort. C'est ce que je qualifie en disant que l'échelle est logarithmique. Donc, en fait, au-delà de 85 décibels, si je reste trop longtemps soumis à des sons de 85 décibels, alors 85 décibels, c'est au-delà de 8 heures. Mais si je monte à 105 décibels, c'est au-delà de 15 minutes. Donc, ça peut aller très vite. 105 décibels, c'est un niveau que peut atteindre un téléphone portable avec des oreillettes dans l'oreille. On peut atteindre quasiment ce niveau-là. Et pour avoir un ordre d'idée, quand tu nous parles, là, tu as combien de décibels? Alors là, on ne peut pas le savoir parce que ça passe à travers mon micro, à travers la fibre optique, etc. Alors, si on était en face à face, à peu Là, près. moi, quand je parle, c'est plutôt 65-70 dB. Donc, D'accord. c'est pas très fort. Donc, en fait, une chambre calme, c'est 30-35 dB. Voilà, une conversation avec pas mal de monde, c'est 80 dB. Donc, on est encore en dessous des fameux 85 dB. Mais par exemple, ça va parler aux enfants qui nous écoutent, dans un réfectoire de cantine le midi, quand tous les enfants mangent et discutent avec leurs copains, on monte facilement à 100 dB. Donc, c'est très élevé. Donc, il faut pas. Alors, l'idéal, ce serait que tout le monde se taise. Bon, c'est pas le but. Hein, il faut que les gens discutent entre eux, mais ça va très vite. Donc, voilà. Et je disais pour les gens qui jouent de la musique, c'est extrêmement bien de jouer, d'apprendre à jouer un instrument de musique, mais il faut vraiment se protéger. En particulier, si on joue dans un petit orchestre, avec un groupe, on joue de la musique, il faut vraiment se protéger. Le batteur, notamment. Il y a certaines personnes qui connaissent peut-être Phil Collins, qui est un batteur, bon, c'est quelqu'un de relativement âgé maintenant. C'est un très grand batteur. Il est totalement sourd. Parce que dans les années 60-70, quand il jouait de la batterie, on ne se protégeait pas à ce moment-là. Maintenant, vous voyez, dans les émissions à la télé, tous les artistes qui jouent, y compris les chanteurs, ils ont une oreillette. L'oreillette, alors ils ont souvent même 2 oreillettes. Elle a deux vertus, cette oreillette. Elle leur renvoie le retour sono, mais en plus, elle va les protéger d'un niveau trop élevé. Les batteurs, quand ils jouent, ils ont tous des bouchons d'oreille maintenant. Et quand on va à certains concerts, il y a certains concerts, à l'entrée, on distribue des bouchons d'oreille gratuitement parce qu'on peut atteindre des niveaux très élevés. Si on est à 2 mètres, il y a des niveaux en décibels qui sont hallucinants si on est très près d'une enceinte. Donc, il faut vraiment se protéger. Bon, moi, par exemple, je fais de la moto. Et ben, la moto, c'est quelque chose qui est très bruyant, pas la moto en soi, mais quand je roule avec le vent relatif, ça fait beaucoup de bruit. Ben, je mets des bouchons d'oreille. Parce que, d'abord, c'est beaucoup plus reposant et le niveau est très élevé. Si je fais 5 heures d'autoroute avec ma moto, et ben, à la fin, je vais avoir vraiment, ça va vraiment me fatiguer, en fait. Donc, vraiment, il faut faire attention à ça. Il faut se protéger. Et en particulier, si on écoute de la musique avec son téléphone portable, c'est super. Mais l'idéal, c'est de s'équiper d'un très bon casque et de ne pas mettre la musique très fort. Le très bon casque doit avoir comme vertu de m'isoler de mes voisins. Dans le bus, par exemple, ça peut être extrêmement bruyant.
Mais en plus, il va avoir comme autre vertu de m'envoyer un signal d'excellente qualité. Donc, je ne vais pas avoir besoin de mettre mon téléphone très fort pour entendre une musique de qualité et du coup, je n'aurai pas de problème auditif. Alors, une dernière Faut question voir sur ça. Ouais. les décibels. Le 0 décibel, Ouais. l'absence de son ou pas? Non, en fait, le 0 décibel, un décibel, c'est un rapport. C'est-à-dire que c'est la division d'une valeur par une autre valeur. Et la valeur qu'il y a dessous, c'est une valeur qui a été choisie, j'allais dire, arbitrairement. Mais donc, le 0 décibel ne veut pas dire qu'il n'y a pas de son. Ça veut simplement dire qu'on est à une pression, donc à un niveau très bas. Mais non, on peut entendre des sons. Nous, on ne perçoit pas. Voilà, on peut percevoir des sons en dessous de 0 décibel. C'est une valeur purement mathématique, on va dire. Mais le 0 décibel, dans la nature, n'existe pas. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours un niveau de bruit qui est plus élevé que 0 décibel. Je disais tout à l'heure, une chambre calme, c'est 30 décibels. Dans une pièce, lorsqu'on a 40, 50 décibels, c'est une pièce très calme. Donc, il ne faut pas atteindre le 0 décibel. T'en connais des chambres calmes? Pardon? T'en connais des chambres calmes? Ah oui, j'en connais des chambres calmes. Ouais, ouais, ouais. Ça, si on a la chance d'habiter à la campagne, alors à Marseille, j'en connais pas, hein, mais ailleurs, j'en connais. Oui, oui, il y a des endroits très très calmes. Hein. Donc, si, on peut trouver des endroits très calmes. Alors nous, on a la chance ici d'avoir des chambres sourdes, dans laquelle c'est un milieu extrêmement calme, mais on est loin d'avoir 0 décibel. Hein. On a 20 décibels à peu près. Hein. Et c'est pourtant un endroit extrêmement silencieux. Hein. Mais on n'a pas 0. On en est bien au-dessus. Parce qu'en plus, encore une fois, l'échelle n'étant pas linéaire mais logarithmique, passer de 0 à 15 dB, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Mais c'est quand même très, 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 très faible. Donc, peut-être c'est le moment d'emmener mon système et de voir la chambre sourde. Exactement, peut-être que c'est le moment d'aller visiter tout ça, puisque... Allez, je vais vous montrer ça. Alors, il y a quand même une question pendant que tu mâches. Est-ce que les écouteurs AirPods sont plus nocifs ou pas qu'un casque audio Oh non, 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 non. Ce qui est nocif, ce sont les écouteurs ou les casques de mauvaise qualité. Alors, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes pour avoir quelque chose de bonne qualité. Hein. Surtout quand on voit le prix d'un téléphone portable, un casque de bonne qualité, c'est beaucoup moins cher qu'un téléphone portable. Non, non. Ce qu'on appelle les écouteurs intra-auriculaires qu'on met à l'intérieur de l'oreille ou les casques qui sont sur l'oreille, l'un n'est pas plus dangereux que l'autre. Ce qui est dangereux, c'est le niveau sonore qu'on envoie. Donc, si j'envoie avec un casque externe, on va dire, trop de niveau, ça sera plus dangereux qu'avec des écouteurs intra-auriculaires sur lesquels je vais envoyer des niveaux très faibles. Hein. Alors, avant d'aller visiter la chambre, on va remontrer la photo mystère, voir s'il y a des gens qui ont fait l'analogie ou qui ont trouvé la solution. Voilà. Donc, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat et du coup, le temps que Guy se déplace, on verra si vous avez trouvé ce que c'était, à quoi ça sert, si vous avez déjà un petit peu des idées. Donc, que représente cette photo mystère? Est-ce que vous avez des réponses? Sinon, bah, on va dévoiler puis on se mentira pas après. Voilà. Est-ce qu'on m'entend toujours? On t'entend toujours. Bon, voilà. Donc là, je me suis déplacé dans une pièce qui était juste à côté de l'endroit où j'étais tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que l'on appelle une salle anéchoïque ou une chambre sourde. Alors pourquoi on l'appelle plus communément chambre sourde? Parce que c'est une pièce qui est équipée c'est un cube hein, qui est équipé sur ses 6 faces de matériaux absorbants. Donc les matériaux absorbants, c'est ce que vous voyez au fond blanc là, voilà, c'est ça, voilà. Donc c'est des choses, ce sont, en fait, c'est de la laine de roche hein, qui est disposée, mais sur de très fortes épaisseurs, sur l'ensemble des murs. Et ce matériau a comme propriété d'absorber le son. Donc en fait, dans cette pièce, comme je le disais tout à l'heure, si je ferme la porte, là je ne vais pas la fermer, mais ne serait-ce que si je me tais, mais là à travers l'écran, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vraiment c'est extrêmement silencieux. Alors ça a 2 propriétés, cette pièce, c'est d'être extrêmement silencieux, c'est-à-dire que tous les sons de l'extérieur ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, mais inversement, tous les sons que je vais émettre à l'intérieur ne vont pas rebondir sur les murs qui constituent la pièce. Donc en fait, c'est lorsque j'émets un son, vous voyez, alors je vais me déplacer, je vais peut-être parler plus fort. Là, vous voyez de dos, c'est ce que j'appelle une tête artificielle. En fait, c'est un mannequin
qui est équipé de micros à la place des oreilles et qui va simuler un être humain. Alors, ça va simuler un être humain moyen. Donc, ça va représenter toutes les personnes qu'on peut imaginer au niveau de son système auditif. Donc, l'avantage de cette pièce, c'est que si j'émets des sons sur les haut-parleurs qui sont, par exemple, à gauche de la tête artificielle que je viens de vous montrer, ben, en fait, ces sons vont arriver de manière directe sur le mannequin. C'est-à-dire que je n'aurai que le signal qui provient du haut-parleur qui est situé à gauche. Hein, je vais montrer le haut-parleur. Je sais pas. Voilà, le haut-parleur, il est là. Voilà, là, en fait, il y a deux haut-parleurs qui sont placés de part et d'autre de la tête artificielle. Et ben, grâce à l'équipement de cette salle, je suis sûr que ce qui va arriver aux oreilles de mon mannequin, ce n'est uniquement ce qui provient des haut-parleurs et pas des sons qui auraient pu rebondir sur les murs. Parce que justement, toute cette pièce a été fabriquée pour qu'il n'y ait aucune réflexion sur un mur. Alors, réflexion, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, je vous disais qu'un son, c'était de l'air qui se mettait en vibration. Ben, l'air qui se met en vibration, elle a fait vibrer la flamme de la bougie tout à l'heure. Et ben, lorsqu'elle arrive sur un mur, elle rebondit sur ce mur et elle va rebondir, j'allais presque dire, à l'infini jusqu'à le temps qu'elle soit atténuée et elle va créer une pièce qui est résonante. Quand on rentre dans une pièce, notamment quand on est vide, quand on déménage de chez soi, d'un coup, il n'y a plus de meubles, on s'aperçoit que sa pièce, elle résonne. Ben, la pièce où je suis actuellement, donc la chambre sourde, la salle anéchoïque. Alors, anéchoïque, ça veut dire sans écho. Hein. Et ben justement, il n'y a aucun écho, c'est-à-dire que rien ne va rebondir sur tous les murs, et y compris sur le sol. Le sol, par exemple, c'est pas un sol dur. Je sais pas si vous me voyez là. Je vais peut-être me mettre là. Voilà. En fait, au sol, il y a un trampoline. Si je fais ça, voilà, j'ai un trampoline. Pourquoi? Parce que c'est un filet qui a été tendu sur lequel donc je rebondis. Parce qu'on ne veut pas de surface rigide. On ne veut que de la laine de verre partout. Et sous ce trampoline, mais assez loin, à 2 mètres sous moi, il y a 1,50 m, enfin à peu près 1,50 m de laine de verre ou laine de roche qui va absorber les sons. Donc cette pièce est vraiment très très particulière et elle est vraiment conçue pour absorber tous les sons. Est-ce que tu peux faire un zoom sur le sol? Parce que là, d'ici, on voit pas trop. Alors, je vais déplacer mon truc. Le micro. Ok. On m'entend toujours là? Oui, oui. Bon. Du coup, des pièces comme ça, il en existe beaucoup, un peu partout. Alors non, nous, on a la chance d'en avoir au LMA, on en a 3 comme ça. Là, celle dans laquelle je me trouve, c'est celle dans laquelle je travaille de manière quotidienne, on va dire. C'est la plus petite. Elle fait quand même à peu près 10 mètres de dimension dans tous les sens. Donc c'est déjà une grande pièce. Et en fait, c'est la plus petite qu'on a. On en a 2 autres qui sont plus grandes. Bon, il faut savoir que ce sont des salles qui existent à quelques exemplaires en France, mais il n'y en a pas beaucoup parce que ce sont des pièces qui sont très, très, très chères. Donc, en fait, il est plus intelligent d'en construire quelques-unes en France et de se les passer entre les différents organismes. Alors, c'est pour ça que les gens, en particulier du CNRS, s'ils ont besoin d'une chambre sourde, ils vont venir à Marseille pour utiliser notre chambre sourde. Et les industriels qui n'ont pas de lien direct avec nous, eux, ils vont nous passer des contrats pour pouvoir utiliser ou travailler avec nous, parce que nous, non seulement on a la pièce, mais en plus on a l'expertise de cette salle, c'est-à-dire qu'on est capable de l'utiliser correctement. Donc en fait, les industriels vont nous passer des contrats pour pouvoir utiliser la salle, nos équipements, de manière à pouvoir faire des mesures. Alors il y a certains grands industriels, tels les constructeurs automobiles, qui ont aussi leur chambre sourde, mais vraiment ce sont des pièces ça coûte, enfin l'ensemble de nos 3 pièces, c'est plusieurs millions d'euros. C'est vraiment très très cher. Donc, il n'est pas question que des boîtes, même de taille relativement importante, puissent se payer ça, surtout que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas utiliser tous les jours. Donc, c'est pas intéressant. Donc, en fait, c'est beaucoup plus intelligent, si j'ose dire, d'utiliser nos services. Donc, nous, on fait nos propres recherches dans cette pièce, mais on fait aussi des recherches avec les industriels qui sont toujours des recherches dans nos domaines de compétences. Hein. On va pas louer la pièce juste comme ça. Nous, quand on travaille avec des industriels, ce sont nous, clairement, on travaille avec des gens comme la SNCF, comme Renault, parce qu'ils ont besoin de
de connaître le bruit que font leurs voitures, les trains, etc., etc. Donc, on travaille vraiment en collaboration avec ce genre d'industriel dans nos domaines de compétences. Alors, j'ai peut-être. Est-ce que tu pourrais revenir sur le sol, parce qu'il y a une question sur le sol. Pourquoi le sol spécifiquement est travaillé comme ça? Alors, en fait, le sol, il est travaillé comme ça, parce que le problème, c'est que pour aller travailler dans cette salle, on a besoin d'y rentrer. Et pour y rentrer, il faut un sol. Mais nous, on veut pas quelque chose de rigide comme ça. On peut pas mettre une dalle de béton. Donc, le meilleur compromis pour pouvoir rentrer dans cette salle sans tomber, enfin, on va pas s'accrocher à des harnais pour venir installer nos équipements. Et puis, les équipements, il faut les poser quelque part. Donc, le meilleur compromis, c'est de mettre un grand filet. Donc là, c'est un filet en fil d'acier sur lequel on peut monter, qui sera presque transparent aux ondes acoustiques, au son, mais qui permettra de nous supporter notre poids. Donc en fait, c'est le meilleur compromis entre rien du tout, où on pourrait rien faire de cette pièce, parce que si on peut pas marcher sur la laine de roche ou la laine de verre, c'est mou, donc on peut pas marcher dessus. Donc il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir rentrer dans cette salle, tout en faisant en sorte qu'elle soit toujours anéchoïque, cette pièce, sans écho. Le meilleur compromis, c'est donc de mettre des dièdres au fond, donc de mettre de la laine de roche sur le fond de la pièce, et par-dessus de mettre un filet qui sera suffisamment costaud pour nous porter, mais suffisamment transparent au son. Donc, c'est pour ça que c'est une sorte de trampoline, quoi. Alors, une autre question, c'est quand est-ce qu'on sait que le son, il est trop fort? Alors, on le sait qu'il est trop fort parce qu'on a des appareils qui mesurent ce niveau. Donc, c'est ce qu'on appelle des sonomètres. Alors, le sonomètre, alors je vous ai dit tout à l'heure que le son alors je vais m'asseoir, parce que là, je suis mal installé. Voilà, je me mets comme ça. Je pense qu'on me voit toujours. Donc, Voilà, en fait, voilà. voilà, là, c'est bon, je pense. Donc, en fait, le niveau d'un son se mesure en décibels. Comme on mesure les distances en mètres, on mesure le niveau d'un son en décibels. Et pour ça, on a des appareils qui s'appellent des sonomètres. Donc, tout simplement, c'est un micro avec de l'électronique derrière. Et lorsqu'on va soumettre ce micro au son pour lequel on veut connaître le niveau, il va nous indiquer que ce niveau fait tant de dB. Donc, c'est comme ça qu'on mesure le niveau d'un son. On a des appareils qui sont dédiés. Encore une fois, pour faire l'analogie, pour mesurer une distance, on va utiliser un décamètre. Et bien, pour mesurer un son, on va utiliser un sonomètre. Le bien nommé sonomètre. Voilà. Alors après, je voudrais revenir, s'il y a d'autres questions, j'y réponds bien sûr. Je voudrais revenir un petit peu sur j'allais dire, une légende urbaine, une fake news, comme on dit maintenant, sur la dangerosité d'une pièce comme celle-ci. Malheureusement, il circule donc des légendes disant que si on reste trop longtemps dans une chambre sourde, on peut avoir des vertiges, voire même mourir, enfin, etc., ou devenir fou. Et malheureusement, on peut lire ce genre de commentaires dans des grands journaux. Pas scientifiques quand même, mais des grands journaux. Alors, je tiens à dire à tout le monde que c'est totalement faux. Nous, on travaille, alors nous tous, il y a plein de gens qui travaillent quotidiennement dans toutes ces pièces. Alors, l'acoustique de cette salle est très particulière puisqu'il n'y a aucun rebond nulle part. Donc, c'est un peu particulier. Mais à part le fait que cette chambre est très mate et très sourde, c'est-à-dire que le son qu'il y a dedans, d'ailleurs, ma voix a dû changer par rapport à ma voix de tout à l'heure. Ça se perçoit peut-être pas à travers le micro, mais là, je suis dans la chambre sourde, je suis assis par terre dans la chambre sourde, et donc ma voix doit être légèrement différente de celle de tout à l'heure. Donc, à part cette différence, de travailler dans une pièce comme ça, il n'y a aucun risque. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille dans des environnements comme ça, et franchement, ça ne me fait rien du tout. Voilà. Après, peut-être mes collègues diraient que ça m'a perturbé, mais franchement, je pense que il y a vraiment aucun danger. Donc, si vous entendez dire que de travailler dans une pièce comme ça peut générer des soucis, c'est totalement faux. Donc, la différence entre la photo mystère où c'était très jaune et la pièce où tu es, c'est bien la même chose? C'est exactement la même chose, c'est simplement la lumière qui est différente. Voilà. Ok. Voilà. Donc, là, c'est une lumière blanche. La photo, c'était une photo d'artiste, si j'ose dire. Et donc là, les lumières avaient été choisies pour donner un effet, on va dire. Mais c'est exactement la même chose. Bon. Bah du coup, on va s'arrêter là pour le live YouTube pour lancer le générique.